Bienvenue à tous en direct sur Public Sénat. C'est un 22h particulier ce soir, raccourci pour vous permettre de suivre en direct un événement, puisque c'est la première fois que vous pourrez assister à la confrontation entre les finalistes à l'élection du bâtonnier de Paris. C'est un poste très convoité qui permet de défendre les intérêts des 22 000 avocats parisiens. Mais d'abord, les principales informations de ce mercredi 1er décembre. Alors que le grand froid s'installe en France, la consommation d'électricité devrait battre un record. Un pic historique est attendu ce soir avec des risques de coupure, notamment en Bretagne. Et c'est toute l'Europe qui se retrouve glacée par l'hiver précoce. À noter que 25% des vols sont annulés à Roissy et 10% à Orly. Autre sujet dans l'actualité, c'est l'appartement de Ségolène Royal qui a été visité, entre guillemets, par effraction aujourd'hui. C'est la 3e fois que son domicile est mis à sac, mais rien n'a été volé, indique ce soir son entourage. En visite dans le Calvados, Nicolas Sarkozy a annoncé une réforme de la médecine de proximité en 2011. L'objectif étant de remédier au désert médical constaté dans certaines zones de France. L'une des pistes évoquées serait des consultations à prix variable. Les détails avec Marie Brémaud. Une facturation variable à la carte en fonction de la durée de la consultation et de sa nature. C'est une mesure qui devrait bientôt s'appliquer dans les cabinets des médecins généralistes. Nicolas Sarkozy s'en est justifié ce matin. Est-il normal de payer la même consultation, celle du diagnostic, celle où le médecin va passer beaucoup de temps pour savoir ce que vous avez, poser un diagnostic, et la consultation qui consiste simplement à reconduire le médicament, est-ce qu'on doit la rémunérer de la même façon? Une consultation pourrait alors coûter de 23 à 70 €. Le chef de l'État espère ainsi mettre un terme à une crise identitaire, en clair susciter de nouvelles vocations. Du côté des médecins, on ne cache pas sa satisfaction. Écoutez, c'est une bonne idée et ça fait des années et des années que nous demandons à ce que les choses évoluent. Parce qu'aujourd'hui, d'une part, le tarif unitaire de la consultation est ridicule. 22 €, demain 23 €, c'est vraiment totalement insuffisant. Et ça ne nous permet pas de prendre en charge suffisamment correctement les patients. Mais avant l'application de cette nouvelle mesure sur l'ensemble du territoire, il faudra convaincre les mutuelles et l'assurance maladie, inquiètes du surcoût que devraient engendrer ces tarifs variables. Et aujourd'hui, 1er décembre, vous le savez, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Carla Sarkozy, qui est ambassadrice du Fonds mondial de lutte contre le VIH, a présenté un pack thérapeutique destiné aux femmes enceintes contre la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Le nombre des nouvelles infections maintenant diminue en Afrique, particulièrement parmi les jeunes. Les progrès, c'est que la mortalité qui est liée au sida a diminué de pratiquement 20% ou un peu plus dans les 5 dernières années dans le monde. Les problèmes, c'est que 40% des personnes qui ont besoin d'aide de traitement sont traitées. Ça veut dire que 60% n'ont toujours pas accès au traitement. Les progrès de la prévention, les problèmes, c'est qu'il continue d'y avoir chaque année 1,8 million de personnes qui s'infectent par le virus du sida. Voilà, c'est la fin de cette édition raccourcie ce soir du journal. On se retrouve bien sûr demain pour un 22h habituel. Et tout de suite, restez avec nous, place au débat animé par Emmanuel Kessler. Bonsoir et bienvenue sur Public Sénat. Un événement, une première ce soir. Demain, les avocats parisiens vont désigner leur porte-parole, le bâtonnier de Paris. Une élection à l'américaine. D'ailleurs, les candidats se présentent en ticket, l'un pour la fonction de bâtonnier, l'autre comme vice-bâtonnier. Alors après un premier tour qui a eu lieu hier, il reste 2 équipes en lice et elles vont débattre ce soir en direct. Et c'est bien une première, pendant 1 heure, sur Public Sénat. Autant dire que les avocats sont très nombreux à vous regarder, mesdames et messieurs, ce soir. Et au-delà, bien sûr, les téléspectateurs de Public Sénat qui vont aussi découvrir l'actualité du droit qui les concerne, parce que vous êtes les acteurs de premier plan dans une organisation de la justice qui connaît en ce moment de nombreuses réformes. Alors,
pour ce débat ce soir. Je vais donc présenter les protagonistes de ce second tour. Je vais vous les présenter dans l'ordre du tirage au sort que nous avons fixé. Tous quatre sont bien évidemment avocats au barreau de Paris. Je commence donc par vous, Christiane Ferral-Schul. Votre spécialité, le droit lié aux nouvelles technologies. Vous êtes candidate pour la fonction de bâtonnier. Bonsoir. Bonsoir. Et à vos côtés, candidat vice-bâtonnier, Yvon Martinet, avocat spécialisé dans le droit de l'environnement. Et puis, en face de vous, vos compétiteurs, Pierre-Olivier Sûr, spécialiste du droit pénal des affaires, candidat bâtonnier. Vous êtes candidat à côté pour la fonction de vice-bâtonnier de Catherine Palais-Vincent. Vous êtes vous spécialisé dans les dossiers touchant au droit de la santé. Alors, avant d'entrer très directement dans le débat, je vous propose tout de même de rappeler en quelques mots l'enjeu de cette élection. Sandra Cerquera. Le bâtonnier est une invention ancienne qui remonte à Saint-Louis au XIIIe siècle. Pour la petite histoire, on l'appelle ainsi parce qu'à l'époque, il portait le bâton de Saint-Yves, patron des avocats, lors de processions religieuses. Aujourd'hui, c'est le porte-parole de la profession. À Paris, il représente 23 000 avocats, soit près de la moitié du barreau français. Le bâtonnier est élu pour 2 ans au suffrage universel direct par ses confrères. Quelles sont ses missions ? Le bâtonnier est un conciliateur. Il prévient et tranche les conflits entre avocats et clients. Il est ainsi amené à juger des différends concernant les honoraires. C'est aussi le garant de la discipline et de la déontologie professionnelle. Il instruit toutes les réclamations formées contre un avocat de son barreau. Enfin, le bâtonnier est un véritable chef d'entreprise. Il préside le conseil de l'ordre des avocats chargé d'administrer le barreau et doit gérer ainsi près de 300 salariés et un budget annuel de 60 millions d'euros. Le poids économique du barreau de Paris fait du bâtonnier un interlocuteur privilégié des pouvoirs publics. Voilà l'enjeu. Alors, un mot sur les règles du débat. Chacune de vos équipes disposera d'un temps de parole égal. J'aurai l'occasion de vous rappeler. On fera le point régulièrement. Enfin, j'espère qu'il n'y aura pas de problème. Le tirage au sort vous a désigné Christiane Ferral-Schul et Yvon Martinet pour ouvrir le débat et donc commencer à vous exprimer. Et c'est donc naturellement vous, Pierre-Olivier Sûr et Catherine Palais-Vincent, qui conclurez le débat de ce soir. Un débat qui comportera, vous le verrez, 4 parties. Peut-être pour introduire d'abord, avant de rentrer dans chacune des thématiques que nous allons aborder, une première question globale. La demande de droit de la part des Français est de plus en plus importante dans tous les domaines, sécurité, consommation par exemple. Quel rôle pour vous doit jouer le bâtonnier qui est donc le porte-parole des avocats dans cette évolution? Madame Ferral-Schul. Alors le bâtonnier, c'est bien sûr le chef des avocats, c'est aussi l'avocat des avocats, c'est aussi, cela a été dit dans votre reportage, le chef de l'autorité de poursuite judiciaire pour résoudre les conflits et contrôler le respect des règles de déontologie dans la profession. C'est aussi l'interlocuteur, bien sûr, des pouvoirs publics pour représenter, défendre les intérêts des avocats. Mais j'y vois aussi le patron d'un ordre partenaire au service des avocats au quotidien. C'est lui qui accompagne, qui doit faciliter la vie. D'ailleurs, l'une de nos propositions, c'est notamment de créer une centrale d'achat pour quotidiennement créer un intérêt économique d'appartenance à ce barreau. C'est aussi sa capacité à fédérer les talents, les compétences, mutualiser les services, mutualiser l'information qui peut être utile. C'est construire et aider à créer une image forte de l'avocat, représentative de tous les métiers de l'avocat. Et puis, c'est aussi être une sentinelle des libertés publiques, mais aussi des libertés professionnelles, des libertés économiques. Donc vous voyez un rôle large. Pierre-Olivier Sûr. Le bâtonnier doit intervenir avec son conseil de l'ordre pour défendre les avocats. Défendre les avocats à partir d'un certain nombre de valeurs qu'avec Catherine Palais-Vincent, nous allons essayer d'incarner à travers ce que nous avons fait pour l'ordre. Catherine Palais-Vincent était présidente du comité d'éthique et de déontologie de l'ordre. Nous avons occupé tous les mandats à l'ordre des avocats et au CNB. Alors, CNB, le Conseil national des barreaux. Absolument. À partir de ces valeurs, il s'agit d'essayer de projeter de l'avocature dans l'avenir et d'agir ainsi.
c'est-à-dire de projeter de l'avocature partout, dans l'entreprise, d'en projeter dans la société et d'en projeter aussi dans le monde, parce que l'ordre des avocats à travers le bâtonnier de Paris doit être une vigie des libertés publiques, et intervenir partout lorsque les libertés sont menacées, intervenir partout lorsque dans nos cabinets aussi, nos cabinets d'avocats, les libertés sont menacées, ce sont les perquisitions. Lorsque dans nos cabinets d'avocats, nous ne pouvons pas aller en garde à vue, et nous pouvons, depuis cette année, aller en garde à vue, et ça, c'est grâce à l'ordre des avocats. Bien, merci. Nous allons tout de suite entamer justement le premier volet de ce débat, tout à fait au cœur de l'actualité, c'est la réforme de la justice. Alors, Nicolas Sarkozy a lancé une réforme très discutée et qui concerne notamment la procédure pénale. La plus urgente, elle doit être mise en œuvre le 1er juillet, c'est très simple. Vous venez d'y faire allusion, c'est la réforme de la garde à vue. Il y en a eu 800 000 à peu près, garde à vue l'année dernière. La présence de l'avocat va être désormais obligatoire, hein, c'est l'Europe qui nous l'impose et le Conseil constitutionnel. Quelles actions les avocats doivent-ils mener sur cette réforme ? Alors d'abord, c'est par cette réforme-là que nous avons, enfin ce souhait, ce désir de réforme que nous avons avec Catherine Palais-Vincent commencé notre campagne au bâtonnat en mettant en place une association, je ne parlerai qu'en présence de mon avocat, qui a circularisé des conclusions de nullité de garde à vue sans avocat. Et à partir de ces conclusions-là, nous avons obtenu une première décision de nullité de garde à vue sans avocat. Et puis le bâtonnier Charrière-Bournazel a rassemblé l'ordre des avocats et la profession, le barreau, pour lutter contre ce que la chancellerie n'acceptait pas, c'est-à-dire la présence de l'avocat en garde à vue. Songez que la France était la seule grande démocratie occidentale avec la Belgique à connaître ce régime sans avocat en garde à vue. Et puis ça y est, depuis la décision du Conseil constitutionnel obtenue par la conférence du stage sur une QPC, eh bien... Une question de constitutionnalité. Voilà. Eh bien, l'avocat va pouvoir rentrer en garde à vue. La chancellerie est en train de nous préparer un projet pour se conformer au droit européen et à la décision du Conseil constitutionnel, sauf que bien sûr cette réforme à venir appelle encore des progrès et nous pouvons continuer d'en parler si vous le souhaitez, en particulier la période d'audition libre qui serait prévue sans avocat. Voilà, c'est un espace qui existera encore sans avocat. Vous partagez la même vision? C'est M. Martinet qui va répondre sur cette question. Tous unis derrière le vice-bâtonnier Le Borgne, le bâtonnier Castelin. Qui sont les bâtonniers actuels. Tous en ligne sur la défense de l'avocat en première heure de toute privation de liberté, qu'on l'appelle garde à vue, qu'on l'appelle audition libre. Tous unis derrière. Audition libre. C'est dans le cadre du projet actuel. Voilà, et là, il n'y aurait pas l'avocat. Il n'y aurait pas l'avocat. Bon, donc, c'est-à-dire que vous vous batteriez, vous allez vous battre aussi pour ça. Tout le barreau se bat sur la présence de l'avocat à la première minute de privation de liberté, quelle que soit la dénomination qu'on lui donne, avec accès au dossier et bien entendu respect de tous les principes posés par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Nous ajoutons avec Christiane dans ce débat un peu trop franco-français quelquefois, qui du coup est un peu bloqué, qu'il convient de prendre en compte la dimension européenne de ce débat. Il existe un Schengen du policier, comme vous le savez, un Schengen du judiciaire devrait être créé à partir de la garde à vue. Nous avons pour ceci, dans cette maison, un travail remarquable des sénateurs, janvier 2010, comparaison des régimes de garde à vue en Europe. Un exemple, l'Espagne. Les Cortes ont voté il y a 30 ans, même pour les crimes les plus graves, surtout pour les crimes les plus graves, en terrorisme, en bande organisée, la présence de l'avocat en garde à vue à la première heure. Il faut probablement élargir le débat à l'Europe pour permettre une avancée très significative du sujet également en France. Donc vous êtes à peu près d'accord sur cette question. Il y a un autre thème dans l'actualité, celui des jurés populaires qui ne sont présents aujourd'hui qu'en cour d'assises. Est-ce que vous êtes favorable à ce qu'il y ait des jurés citoyens pour les correctionnels? On le dit aussi pour des audiences de mise en détention. Parallèlement, il pourrait y avoir pour quelques procès d'assises simples moins de jurés. Quel est votre point de vue? Et surtout, avez-vous le même point de vue sur cette question? Vous voulez commencer? Non, mais si vous voulez. Vous savez, au Conseil de l'Ordre, on est juge disciplinaire. Et j'ai assouvi cette mission pendant 9 années entières. Quand on est juge, on s'aperçoit, nous, avocats, que c'est extrêmement difficile de juger. On se demande quand bascule l'intime conviction et on se demande comment faire pour lutter contre les préjugés. Et puis, c'est technique de juger.
c'est du droit et du droit pur. Et on se dit que dans des affaires comme l'hormone de croissance, par exemple, ou les grands procès de pénal financier récents dont on a beaucoup parlé, Kerviel par exemple, eh bien, des jurés populaires auraient sans doute un peu de mal à avoir accès à la possibilité de se forger cette intime conviction. Vous me répondrez oui, mais les assises, ce sont des affaires encore plus graves. Elles sont sans doute plus graves, mais elles sont souvent plus simples. Et pour les assises, effectivement, on accepte les jurés populaires parce que l'intime conviction se forge de façon simple, puisque c'est de la grande criminalité, tandis que sur le pénal financier, le pénal de l'environnement, le pénal de la santé, il apparaît très difficile de rendre la justice par des jurés populaires. Donc des réserves sur cette question. Là aussi, est-ce que c'est votre point de vue ou est-ce qu'il y a des nuances entre vous? Ce que nous partageons avec Christiane, c'est l'idée de la sérénité en toute chose. En matière de justice et en matière de droit, il faut une très grande sérénité. La question qui est posée d'ailleurs par le ministre de l'Intérieur, vous l'avez noté, ce n'est pas venu du garde des Sceaux, c'est une question qui peut être vraiment regardée, mais avec une grande sérénité et une grande modération. C'est ce qu'a dit le vice-bâtonnier Le Borgne dans son propos à la rentrée du barreau vendredi dernier. Pourquoi? Parce qu'il y a une tentation assez facile, assez démagogique, de mettre le jury populaire pour prétendument rapprocher la justice des citoyens, en écartant les magistrats. Et là, nous, au barreau, nous ne sommes pas d'accord. La famille judiciaire est unie. Elle est unie sur ces questions. Elle a fait la manifestation du mois de février, comme vous le savez, unie. Nous y étions avec Christiane. Et il y avait, sur ce thème-là, clairement, une chose très simple. Les magistrats doivent être dans la discussion en amont. Et le garde des Sceaux, d'ailleurs, l'a rappelé. C'est une des premières choses qu'il a dit en prenant ses fonctions. Les magistrats seront mieux intégrés dans la prise de décision. Alors, je balaye un petit peu ces sujets d'actualité. Il y en a un qui est un petit peu plus lointain, mais qui se dessinait malgré tout, qui est la suppression du juge d'instruction. Il semblerait que là-dessus, les avocats ne soient pas tous d'accord. Catherine Palais-Vincent, votre position? La suppression du juge d'instruction était un sujet de grande actualité jusqu'à l'affaire Bettencourt, il faut être clair. C'est là qu'on a vu les limites, effectivement, de l'enquête telle qu'elle a pu être menée par le parquet. Et si Pierre-Olivier, dans notre équipe, est le pénaliste, alors que j'aurais bien sûr des fonctions légèrement différentes, nous pouvons dire que manifestement, je crois qu'on a vu les limites d'une enquête par le parquet, et notre position est assurément de dire qu'il faut qu'il y ait un juge indépendant entre, d'un côté, un parquet hiérarchiquement dépendant de l'État, et de l'autre côté, un avocat qui assure les droits de la défense. Là, on aura un débat parfaitement équilibré, et je pense qu'on va s'orienter dans ce sens-là pour les prochaines réformes à venir. Christiane Ferral-Schul, votre point de vue? Je pense que nous rejoignons ce point de vue, donc il n'y a pas de divergence sur cette analyse. Y compris, on va voir que sur le parquet, les choses pourraient bouger aussi, parce que l'Europe nous fait bouger, elle nous dit que si le parquet n'est pas indépendant, la mise en détention peut être remise en cause. Vous savez, il y a deux solutions. Soit on a un parquet hiérarchisé, et face à ce parquet hiérarchisé, il y a un avocat qui est soumis à un mandat civil et qui ne peut pas non plus trahir son client, de même que le parquet ne peut pas trahir le ministre. Mais alors, d'accord au parquet hiérarchisé, à une seule condition, c'est que le parquet hiérarchisé n'ait pas plus de prérogatives que l'avocat de la défense. En particulier pour la saisine INREM, en particulier pour la saisine INREM, c'est-à-dire pour la définition du contour des investigations. Et puis en particulier aussi pour la maîtrise des OPJ, des officiers de police judiciaire. Mais si le parquet a plus de pouvoir et de prérogatives que l'avocat, ce qui est le résultat des lois Perben, alors il est impossible que le parquet soit hiérarchisé. Il faudrait un parquet indépendant. Un mot pour terminer cette partie. L'arrêt France Moulin le rappelle, le parquet en l'état n'est pas une autorité judiciaire indépendante au sens de la Convention européenne des droits de l'homme. On ne peut pas nous dire, comme cela est dit depuis des mois, très récent, très récent, mais on nous dit depuis des mois, vous savez, ils peuvent résister aux instructions de la chancellerie, ils sont donc indépendants. Nous rappelons toujours avec Christiane que depuis 1789, depuis la Déclaration des droits de l'homme, c'est une obligation de résister aux instructions, et donc on ne peut pas justifier la non-indépendance par ce point-là. Allez, deuxième partie de ce débat, différent avec son propriétaire, divorce, licenciement, litige avec un commerçant, tous les Français peuvent-ils vraiment faire appel à un avocat? C'est la deuxième partie, donc, le droit pour tous.
L'aide juridictionnelle existe depuis 1972. Elle permet d'aider les plus modestes, tous ceux qui n'ont pas la possibilité de payer les frais d'un procès. Pour en faire la demande, il suffit de retirer un dossier au tribunal de grande instance. Toute personne ne percevant pas plus de 915 € par mois peut en bénéficier. Il aura alors la possibilité d'être défendu gratuitement. C'est l'État qui prend en charge les frais de justice. Il y consacre 300 millions d'euros par an. Seulement 10% de ce budget concerne Paris. Quand ce seuil de ressources est dépassé, c'est l'avocat qui décide du montant des honoraires en fonction de la situation financière du client. Depuis 2007, il n'est plus possible de bénéficier de l'aide juridictionnelle si on souscrit à un contrat de protection juridique inclus dans l'assurance habitation. Un marché captif pour les assureurs qui représente jusqu'à 1 milliard d'euros annuels. Alors on voit que beaucoup de Français, il y a donc ceux qui sont vraiment en difficulté, qui ont l'aide juridictionnelle, mais au-delà, beaucoup de Français renoncent à saisir un tribunal pour ne pas avoir à payer de frais de justice. Est-ce qu'il faut donc, c'est une solution évoquée par certains, pousser à ce que dans les assurances, habitation par exemple, les garanties de protection juridique qui ne sont sous-utilisées complètement aujourd'hui soient mises en œuvre pour faciliter le recours au quotidien à un avocat quand on en a besoin? Madame Ferralchoul. Alors vous savez, dans une société démocratique, l'accès au droit et à la justice est une question absolument fondamentale. Nous sommes au cœur véritablement du sujet. Rien n'a été fait de constructif sur le sujet depuis 10 ans. D'ailleurs, je rappelle que nous fêtons aujourd'hui le 10e anniversaire de la grève nationale il y a 10 ans sur Alors qu'est-ce que vous proposez, vous, aujourd'hui? Alors, je rejoins, une chose est sûre, c'est qu'on ne peut pas rester les bras croisés. Le bâtonnier Castelin a proposé un certain nombre d'actions que je rejoins tout à fait. Il en a d'ailleurs parlé au cours de la rentrée du barreau la semaine dernière. Il évoquait les partenariats publics-privés, cette possibilité finalement d'allouer une partie des sommes par les assureurs à un fonds qui permettrait l'accès à la justice. Mais il y a d'autres actions possibles qu'il a d'ailleurs proposées. Il y a Et le vous, crédit. personnellement, vous avez une proposition? Ce sont des actions sur lesquelles nous nous inscrirons dans la continuité. Je pense par exemple au crédit d'impôt qui permettrait aux particuliers à concurrence d'un certain montant de déduire le montant des honoraires. Je pense aussi au chèque accès. Mais il faut poursuivre ces combats. Nous sommes là justement pour dialoguer avec les autorités publiques. Et de toute façon, sur ces différents thèmes, c'est en se rapprochant de l'État que nous allons pouvoir construire des solutions. Mais une chose est sûre, c'est que nous devons trouver les moyens de donner l'accès aux droits aux plus démunis. Et surtout, il faut également travailler de manière à ce que les avocats ne soient plus indemnisés, mais rémunérés. C'est le sujet. Madame Palais-Vincent. L'une des questions qui ferait incontestablement problème lorsqu'il s'agit de recourir à la justice, ce sont les honoraires des avocats. Ces honoraires des avocats sont supportés de façon très injuste entre la personne morale ou la personne physique. La personne physique ne peut pas déduire l'honoraire de son avocat, elle ne peut pas recouvrer la TVA. Voilà, on paye tout. Voilà, on paye tout. Alors que quand on est personne morale, une entreprise, on ne peut pas. On ne le fait pas. C'est ça, on peut par exemple déduire la TVA à une entreprise. Exactement. Différence. Donc elle paye moins proportionnellement. À l'arrivée, si vous me permettez, 70% de différence. Donc incontestablement, une inégalité frappante. Et c'est ce qu'en matière constitutionnelle, on appelle l'inégalité des armes. C'est la raison pour laquelle, avec Pierre-Olivier Sûr, nous avons déposé une question prière de constitutionnalité sur ce problème. Malheureusement, nous avons subi le filtre du Conseil constitutionnel, mais la procédure introduite est encore pendante devant le Conseil d'État et nous espérons bien obtenir une décision devant le Conseil d'État fondée sur l'article 55 de la Constitution, justement sur cette base de l'inégalité des armes face à l'honoraire de l'avocat. Une réaction ? Oui, sur cette question, moi je voudrais rappeler quand même que la QPC, la question prioritaire qui a été posée, a été rejetée comme étant ni nouvelle ni sérieuse, et qu'il y a également la Cour de justice européenne qui, en juin dernier, a rappelé et a sanctionné la France pour l'application d'une TVA de 5,5% en matière d'aide juridictionnelle. Donc je pense qu'il faut tenir compte de ça.
il me semble qu'il y a en marge de ça des solutions pragmatiques. Par exemple, l'application de la TVA. Les avocats qui demandent un article 700 dans leurs écritures pourraient déjà formuler, c'est la restitution des honoraires, pourraient exprimer cela déjà en hors taxe. Il y a des mesures immédiates qui déjà pourraient